Pierre, je vais vous lire l'intitulé de la thèse, je le vois sourire, de Philippe. Elle vaut le coup, hein. Je vais être obligé de prendre mes notes. Alors, Philippe travaille sur une thèse qui s'appelle « Approche eulérienne de l'équation de Hamilton-Jacobi par une méthode Galerkin discontinue en milieu hétérogène anisotrope, application à l'imagerie sismique ». Je ne me suis pas trompé? Galerkin. Galerkin, voilà, je ne connaissais pas très... C'était pas mal. Pas personnellement ce personnage. C'est fait exprès qu'on ne comprenne rien au titre de votre thèse? Alors, c'est pas fait exprès. C'est quelque chose qui est compréhensible par peut-être, je sais pas, 100 ou 200, non, allez, 1000 personnes dans le monde. Oh, vous êtes gentil. Galerkin compris. Ah non, Galerkin, oui. Galerkin, c'est quelque chose d'assez répandu dans le calcul numérique, en réalité. Très bien. Oui. Donc, non, alors, les mots qui sont là, effectivement, ça peut faire peur, mais en réalité, j'ai essayé d'en utiliser aucun. Dans les présentations que j'ai pu faire, et notamment la présentation à ma thèse. Oui, parce que vous avez remporté la semaine dernière le concours régional de ma thèse en 180 secondes. On avait d'ailleurs reçu les organisateurs avant ce concours dans cette émission. Vous pouvez nous rappeler le principe de cette épreuve? Bien sûr. Alors le principe, c'est donc en 3 minutes, 180 secondes, d'expliquer ses travaux à un public non averti. Donc ça pourrait être à sa boulangère. Là, en l'occurrence, c'est devant un amphi de 500 personnes qu'on connaît. Oui, qui ne sont pas des spécialistes. Qui ne sont pas des spécialistes du domaine. Non, absolument pas, non, effectivement. Donc c'est un exercice qui sort, on va dire, des standards. Je vous propose de regarder comment vous avez abordé le sujet. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, l'homme a toujours cherché à percer les mystères de l'univers. Les sociétés préhistoriques assemblaient déjà les étoiles dans le ciel pour former les constellations. Aujourd'hui, les astrophysiciens sont capables de détecter des événements se produisant à des centaines de millions d'années-lumière de chez nous. Alors par contre, pour tenter d'expliquer ce qui se passe quelques dizaines de mètres sous nos pieds, là, il y a beaucoup moins de monde. Bon, entre nous, observer l'univers, c'est facile. Il suffit d'ouvrir l'œil et de lever la tête. Mais la Terre, elle n'est pas transparente. Tant mieux, disent les Écossais, qui n'ont certainement pas envie de révéler aux kangourous les dessous de leur kilt. On peut les comprendre. Alors on peut imaginer, c'est ce qu'a fait Jules Verne dans son voyage au centre de la Terre au XIXe siècle. Un centre de la Terre peuplé de dinosaures et de champignons géants, pourquoi pas. Mais comment faire pour voir l'intérieur de la Terre? Eh bien j'ai une partie de la réponse, et c'est ce à quoi je m'intéresse dans ma thèse. Mesdames et messieurs, je vous présente le fabuleux voyage des ondes sismiques. Alors si on voit faire la moue à la fin de cette séquence, c'est que normalement il y avait quelque chose sur l'écran. Mais vous avez été servi par les problèmes techniques. Hein. Exactement, oui. Donc dans la salle, le projecteur est tombé en panne juste avant mon passage. Donc on a un support visuel, une diapositive immobile qui nous accompagne du début à la fin. Donc on s'en sert plus ou moins. Mais effectivement, dans mon cas, c'était plutôt moins. Je ne l'avais pas. C'était plutôt moins de fait, oui. 180 secondes et pas une de plus. Hein. C'est vraiment un exercice timé. Oui. Ben, on a le chronomètre qui s'affiche à la fois pour nous et pour le public. Donc de toute façon, et puis un bip qui sonne à 0. Donc on peut finir un petit peu en avance. On ne peut pas finir en retard. Ça, c'est sûr. Alors, on l'a compris sur ce petit extrait. Là, c'est les 60 premières secondes. Il y en a 120 derrière. C'est très imagé, votre présentation. Là, on comprend beaucoup plus facilement de quoi vous parlez qu'avec le titre de la thèse. Cet exercice de vulgarisation, il a été simple pour vous? Comment vous l'avez abordé? En fait, j'avais déjà eu l'occasion, alors moi je suis en 3e année de thèse, quand on commence une thèse, on a quand même assez régulièrement l'occasion d'en parler avec nos proches, avec notre famille, et effectivement avec beaucoup de gens, enfin dans mon entourage, j'avais personne a priori qui connaissait Galerkin, Galerkin par exemple, voilà, ou Hamilton et Jacobi. Donc c'est un exercice auquel on est confronté déjà naturellement. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on fait ce travail-là et parce que l'objectif c'est de rendre les choses compréhensibles et accessibles, mais c'est aussi intéressantes et attrayantes. Parce que un objectif aussi, c'est de donner envie. De donner envie à des gens dans le public aussi de comprendre les sciences, de comprendre le monde. Et ça donc c'est important aussi. On ne fait pas forcément ce travail-là à la base. On a beaucoup l'habitude de parler de nos travaux à des gens du domaine, dans la communauté, avec les termes techniques qui sont dans le titre de ma thèse, par exemple. Mais c'est vrai que là, c'est un exercice complètement différent. Et donc ça prend un petit peu de temps au début, évidemment, pour trouver les images, trouver la façon, effectivement, dont on va construire le discours. Et puis ensuite, il faut tester.
Vous avez été coaché, hein, voilà des séances d'entraînement organisées par l'université pour préparer ce concours. Oui, on a été coaché par un comédien, Ludovic Lecordier. On a eu des séances de coaching en groupe, donc on avait l'occasion de passer les uns devant les autres et devant la caméra pour le travail. Et donc ça, effectivement, ça permet aussi de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question en préparant le discours? Et puis ensuite, quand on passe, qu'est-ce que ça fait? Même si là, c'était devant 25 personnes, c'est pas tout à fait la même chose que dans un amphi de 500 places. Mais voilà, comment on se sent et comment on fait pour oser aller expliquer ce qu'on a préparé comme ça dans son coin, dans sa chambre, devant les autres. Donc ça, on a la chance d'avoir effectivement une très bonne formation pour ça. Et puis à force de répétition, à force d'entraînement, au bout d'un moment, on peut travailler en fait autre chose. C'est-à-dire une fois qu'on a appris à franchir le pas, à oser se mettre en avant, ensuite on peut commencer à travailler le lien avec le public et vraiment la communication orale. Alors moi qui ai écouté les 3 minutes en intégralité, j'ai compris que vous travaillez sur ce qui se trouve sous nos pieds avec un système d'ondes. Vous arrivez à détecter les différentes couches de l'écorce terrestre. Vous faites ces études-là au sein d'un laboratoire grenoblois. Oui, alors au sein de l'Institut des sciences de la Terre, ISTER, donc qui est situé sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Alors c'est un laboratoire de sciences de la Terre assez large, c'est-à-dire que dans ce laboratoire-là, il y a des gens qui travaillent en géophysique, en sismologie, des gens qui s'intéressent au séisme, des gens qui s'intéressent aux volcans. Il y a des géologues qui s'intéressent à la structure de la Terre, la formation des montagnes, par exemple. Il y a aussi des chimistes, des gens qui font de la minéralogie, qui s'intéressent aux roches. Donc c'est vraiment un spectre assez large de sciences de la Terre. Alors, les tremblements de terre, c'est un sujet aussi que tout le monde peut comprendre, qui intéresse, qui peut même faire peur. Est-ce que Grenoble est particulièrement exposé à ce risque ? Alors Grenoble est exposé effectivement puisque on est situé dans une région montagneuse et l'ensemble de la chaîne des Alpes est exposé puisqu'en réalité c'est la confrontation entre deux plaques qui se rentrent dedans et donc la formation de la chaîne des Alpes est encore en cours et donc ça peut générer des séismes.